d'évoquer avant de passer à la saine et exaltante pratique. Tout au long de ce programme destiné à expliquer et à démontrer toutes les phases essentielles de la pétanque, Patrick Lopez, champion du monde 1985, et Didier Choupé, quadruple champion du monde, seront nos guides et nos maîtres à jouer. Toutes les séquences de ce film ont été réalisées sans trucage. Spectateurs attentifs aux conseils du maître, les enfants de l'école de pétanque de Patrick Lopez bénéficient de toute l'expérience de ce champion d'exception. Pour commencer, il convient de préciser l'éthique de la pétanque et les points clés du règlement, un sport où la convivialité et la solidarité ne sont pas lettres mortes. En rencontrant deux garçons extraordinaires qui étaient Didier Choupé et Alain Bidot, nous avons formé une équipe de copains. Ça, c'est formidable, les copains. Et puis une grande aventure est arrivée. Dans la foulée, nous avons gagné le championnat de Ligue, le championnat de France et le championnat du monde. Et pendant 5 ans, nous sommes restés au haut niveau. Et ça sera pour moi une image très forte. Et je voudrais dire aux joueurs de boules qui aujourd'hui cherchent à copier les grands, il ne s'agit pas de copier leurs gestes. Il s'agit de rester simple, humble, d'aimer son sport et de mieux jouer que l'adversaire. La pétanque se pratique sur un terrain de 4 mètres sur 15, le jeu provençal sur un terrain de 4 mètres sur 25. Un arbitre national ou international doit être présent pour assurer le bon déroulement du concours dans le respect des règlements de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. Dans le cas de parties amicales, une personne aussi objective que possible pourra être choisie pour jouer ce rôle important. Après tirage au sort de l'équipe désignée pour jeter le but ou cochonner en premier lieu, on procède au lancer. On peut jouer en tête-à-tête, 1 contre 1, en doublette, 2 contre 2 ou en triplette, 3 contre 3. Le jeu consiste naturellement à rapprocher ses boules le plus près possible du cochonnet. Tant qu'une équipe conserve le point, l'adversaire doit jouer. Dès que l'adversaire n'a plus de boules, l'équipe termine la mène et on recommence jusqu'à ce qu'une équipe totalise 13 points et remporte la partie. Voilà pour la théorie, rapidement résumée. Pour la technique, c'est beaucoup plus complexe et c'est ce que nous allons tenter d'illustrer à travers ce programme en commençant par l'équipement du joueur. La tenue vestimentaire du joueur a une double fonction. Lui permettre de pratiquer son sport dans les meilleures conditions d'efficacité et de confort, mais aussi traduire l'identité des équipes en présence et permettre ainsi aux spectateurs d'identifier les différentes équipes au premier coup d'œil. Dans le cas des champions du monde, le critère est évident. Ce que font certains clubs, c'est d'habiller leurs joueurs avec les mêmes maillots. Ça, c'est très bien, on peut les reconnaître, c'est formidable. Alors moi, je dirais aux joueurs, s'ils ont décidé de jouer ensemble, vous savez, acheter un pantalon, une petite paire de chaussures et un maillot adéquat, le budget est minime. L'élément principal de la pétanque, ce sont bien sûr les boules. De leur choix dépend en partie l'efficacité du joueur, mais il existe des règles précises les concernant. Plusieurs marques officielles ont reçu l'agrément de la fédération. Les boules doivent être en métal, avoir un diamètre compris entre 7,5 cm et 8 cm et peser entre 650 et 800 grammes. Le nom du fabricant et le poids doivent être gravés lisiblement sur chaque boule. On doit aussi choisir ces boules en fonction du terrain. La nature de ce terrain influe en effet lourdement sur le comportement de la boule au sol. On a des boules tank comme celle-ci d'ailleurs, et des boules dures. Moi je conseillerais dans des terrains comme celui-ci d'avoir des boules dures, puisqu'il n'y a pas de dureté au sol, donc la boule fait son effet normal. Tandis que dans un terrain où il y a des cailloux, la boule tendre accepte plus le caillou. La famille Rofritsch fabrique et commercialise des boules de pétanque depuis le début du siècle. Une histoire déjà longue qui permet à Hervé Rofritsch de bien connaître la jeunesse de l'objet. Mon arrière-grand-père a commencé à fabriquer des boules en bois clouté, comme celle-ci, en 1904. À l'époque, c'était uniquement pour satisfaire une demande locale de clients locaux sur Marseille. Il fabriquait 2 paires par jour, puisqu'il y a sur des boules comme ceci, selon leur diamètre, entre 350 et 1200 clous par boule. Chaque clou étant planté un à un et chevauchant le clou précédent sur une forme hélicoïdale pour se terminer par un dernier qui tient le tout un petit peu comme une clé de voûte. Depuis, la fabrication des boules a quand même évolué.
les boules en bois clouté, ensuite des boules qui étaient faites en fonderie, là, par mon grand-père et mon grand-oncle, des boules en laiton et en bronze. Ensuite, juste après la guerre, la famille Rofritsch a fabriqué ses premières boules en acier. Acier au carbone qui avait la particularité, comme tous les aciers, de prendre un reflet bleuté selon le traitement thermique, la température à laquelle on a chauffé la boule pour la trempe. Et ce reflet bleuté a donné en fait le nom de boule bleue. Sur les jeux de boules, en fait, ce sont les joueurs qui ont baptisé nos boules les boules bleues. De nos jours, la fabrication des boules s'effectue selon une méthode éprouvée, améliorée au fil des années qui permet de commercialiser des produits bien adaptés. Vous avez au départ des barres d'acier qui sont découpées en petits rondins. Ce rondin est aplati en disque, que voici, d'une épaisseur variable. Ce disque est embouti à chaud dans des grosses presses, de manière à former un hémisphère creux qu'on appelle dans notre jargon des coquilles. La coquille est chanfreinée sur le bord, on voit ici la différence, de manière à laisser un espace pour le cordon de soudure, puisque ces deux coquilles seront assemblées et soudées, comme ceci, voilà l'espace. Et ensuite, la boule est soudée, comme ceci. Donc, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, une boule est creuse et non pas pleine, sinon ça serait un boulet. Suite à ça, eh bien, on polit la boule pour obtenir ce qu'on appelle une ébauche, une boule tournée. Et à partir de là, nous allons travailler l'acier tant qu'il est tendre avec d'autres opérations, le striage, le marquage des labels, des marques. Le choix des boules est donc un critère très important pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Dans ce domaine, la boule bleue propose un choix très vaste, adapté aux besoins des différents pratiquants. Ça dépend à la fois de la morphologie du joueur, je dirais de la taille de sa main. Il va choisir bien entendu des boules plus ou moins grosses ou plus ou moins lourdes, mais ça dépend aussi et surtout de la place qu'il occupe dans le jeu, à savoir que sur une équipe normalement constituée de 3 personnes, un pointeur qui marque les points, un milieu qui pointe et parfois qui tire, et un tireur qui tire sur les boules adverses bien placées. Donc en fonction de la place que chaque joueur occupe dans le jeu, il y a des standards à respecter, des diamètres plus ou moins gros, des poids plus ou moins importants et des striages aussi divers. Par exemple, un pointeur jouera principalement avec des petites boules, plutôt lourdes, pour qu'elles accrochent bien au terrain, et très striées, pour qu'elles accrochent bien à la main, qu'on ait une meilleure tenue, et surtout qu'elles accrochent bien au sol. A l'inverse, le tireur jouera plutôt avec des boules plutôt grosses, de manière à ce qu'elles s'échappent facilement de la main, et surtout qu'elles atteignent le plus facilement leur cible, si le tir est un petit peu dévié. Des boules plutôt légères, pour bien s'échapper là encore de la main et surtout pour ne pas fatiguer le bras du joueur au fil des parties, et lisses pour que le jet soit là encore facilité. Comme le tennis, le golf ou d'autres sports où la concentration tient un rôle important, la pratique de la pétanque suppose un état d'esprit et une préparation psychologique particulière. La pétanque est un loisir pour le plus grand nombre de pratiquants, près de 5 millions en France. Mais c'est une compétition pour d'autres. C'est un sport, quand vous faites de la compétition, vous faites des concours nationaux, comme il en existe, à Libourne, à Montauban, à Perpignan, un peu dans toute la France. Ça se joue sur 2 jours. Vous faites 10, 11, 12 parties très tendues. Il faut toujours la concentration. C'est fatigant. On se baisse, on marche, on balance des tonnes de ferraille. Donc là, c'est la grande compétition. Il m'est arrivé de faire avec Didier Alain une partie qui a duré 5h30. Je ne sais pas si vous voyez l'intensité nerveuse, étant mené, faire des choses extraordinaires et de gagner cette partie. Didier Choupet, 4 fois champion du monde, accorde une importance particulière à cette préparation psychologique avant de jouer à la pétanque. Il faut un grand niveau de concentration, beaucoup de travail, c'est-à-dire de l'entraînement pendant quelques années à quelques heures par jour.
Et puis après, je dirais un petit peu peaufiner son entraînement pour encore s'améliorer dans des phases de tir beaucoup plus difficiles. Et puis surtout pour avoir le rendement sur des compétitions qui durent 10 à 15 heures. Pour avoir un bon rendement, un minimum de 100 à 150 boules par jour, de manière très assidue, avec certaines techniques à respecter. Je crois que c'est un minimum pour pouvoir espérer, au bout de 2 à 3 ans, commencer à jouer un petit peu moins souvent pour garder un niveau relativement bon. Au bout de ces 8 à 10 heures, les gens qui ne sont pas entraînés physiquement, soit par du vélo, soit par du cross-country, etc., et par aussi le biais de jeter des boules un petit peu tous les jours en phase d'entraînement, manquent un petit peu de talent en fin de compétition, car ils n'ont plus cette forme physique qu'il faut avoir. Donc c'est vrai qu'il faut se surveiller de très près et je crois surveiller cet entraînement avec une certaine rigueur. Pour s'entraîner efficacement, comme dans tous les autres sports, il n'y a pas de secret. Il faut effectuer le même geste des milliers de fois pour qu'il devienne naturel. Tous les exercices présentés dans ce film sont effectués en temps réel, sans trucage, à distance réglementaire, par Patrick Lopez et Didier Choupet. Le montage a seulement eu pour but d'intensifier le rythme en supprimant les temps morts. Chaque joueur doit se fixer des objectifs précis de progression en termes de pourcentage de réussite et dès qu'il les a atteints, passer à la phase suivante. On peut ainsi, en ce qui concerne le tir, délaisser les boules en tant que cible au profit de cochonnets plus petits, donc plus difficiles à atteindre. Pour authentifier cet exercice, nous avons fait apparaître le décompte de temps à l'image. Même si les 5 cochonnets de couleurs différentes sont difficiles à visualiser sur ce plan, il permet de se rendre compte de la distance réelle à laquelle cet exercice est effectué. Didier Choupet est l'un des seuls au monde à y parvenir, le tout en moins de 20 secondes. Voilà, bravo. L'une des qualités majeures de la pétanque, c'est qu'elle s'adresse à tous les publics, de tous les âges, qui peuvent ainsi s'affronter à armes égales en fonction de leurs compétences. Les femmes ont naturellement leur place dans la pétanque, leur capacité de concentration, leur adresse et leur détermination compensent largement leur léger handicap de puissance comparé aux hommes. Les femmes peuvent choisir de se spécialiser dans le pointage, qui nécessite plus de calme et de précision. Chantal Carbillet, multiple championne de France de pétanque, apprécie cette ouverture de son sport qui permet à chacun d'y participer avec passion. Chantal Carbillet, est-ce qu'on peut vous demander en quoi la pétanque est un sport destiné aux femmes? Je dirais que c'est un sport surtout collectif, donc tout le monde peut jouer, les hommes, les femmes et les enfants. Donc je pense que les femmes ont leur place à la pétanque. J'ai commencé quand j'étais adolescente, à 13-14 ans. J'avais des amis un petit peu du sud qui m'ont fait connaître les boules et c'est comme ça que j'ai démarré. Les distances de jeu sont les mêmes pour les hommes comme pour les femmes, c'est-à-dire 6 mètres, 10 mètres. Donc c'est à peu près identique. Moi je me défends dans ma catégorie, c'est-à-dire féminine. Maintenant depuis 2 ans à peu près, il y a un championnat de France mixte. Donc on se défend là, donc avec les messieurs, ce qui est aussi très agréable. Et puis on peut participer aussi dans tous les concours masculins. Il n'y a pas de restriction. Comme partout, les enfants représentent l'avenir d'un sport. C'est aussi le cas de la pétanque, pour laquelle Patrick Lopez a développé une méthode d'enseignement destinée aux jeunes. Mademoiselle. Ils peuvent ainsi apprendre les règles du jeu, mais aussi s'entraîner dans les meilleures conditions en pratiquant des exercices dont l'aspect ludique gomme totalement le côté fastidieux. Je lui donne une rotation, c'est-à-dire qu'à l'impact du sol, la boule devrait tourner droite. Je vais peut-être vous montrer par-dessus. Pour devenir un bon joueur, il faut se reposer sur une technique parfaitement acquise après de longues heures d'entraînement. Magnifique, je crois qu'on peut l'applaudir parce que là, il a fait un geste vraiment formidable. Là. Vous avez vu comme ça boule. Voilà, parfait. Un petit défaut quand même, toujours le même, c'est cette main qui sort comme ça. C'est vrai, non, mais ça se travaille. Comme tout sport, comme au football, au cyclisme, on travaille, à la pétanque, c'est un sport, on travaille. À propos de travail, justement, un exercice particulièrement efficace
a été conçu qui permet d'affiner la technique du pointage en apprenant à maîtriser la trajectoire de la boule. La boule plus près du mur, très astucieux et moyen d'entraînement extraordinaire. C'est un monsieur, on peut dire que c'est un grand monsieur de la pétanque qui s'appelle Claude Raluy, surnommé Claude d'Auteuil. Il est resté pendant 6 mois sans manquer une seule boule au tir. Grand monsieur de la pétanque, qui a décidé, comme moi aujourd'hui, eh bien, de s'occuper de vous. Il s'agit tout simplement de définir une image différente sur l'approche du jeu de boules à travers des practices de pétanque, et donc, dont notamment la boule la plus près du mur et d'autres jeux qui suivent, la boule filante. Alors les personnes rentrent dans un espace qui leur est offert et s'amusent à rivaliser d'adresse et à travers disons, une règle de jeu bien définie. Vous avez 3 boules en main et il s'agit de s'approcher au plus près du mur sans le toucher. Toute boule qui touche le mur vaut 0 point et chaque boule rentrant dans un secteur donné de cette cible a une cotation. Le cumul des 3 scores réalisés définit un score global, voire un vainqueur. Nous pensons l'internationaliser, naturellement ça ne nous appartient pas, c'est aussi le regard des autres qui compte. Nous sommes en contact à l'heure actuelle avec l'Asie, notamment le Japon, et ça plaît même en dehors de ces secteurs d'activité, notamment dans les municipalités. La nature du terrain, sa composition, sa pente, ses irrégularités constituent des éléments naturels qu'il faut intégrer dans la pratique. L'esprit de compétition et la stimulation créée par l'enjeu aident à oublier le côté rébarbatif et répétitif de l'entraînement pur et dur, inhérent à tout sport. Formidable, vous avez vu? Regardez bien le geste. Ensuite, il ne reste plus qu'à répéter le geste inlassablement jusqu'à la perfection. Le geste naturel, c'est l'une des clés des résultats de Patrick Lopez, l'un de ses secrets. On a coutume de souligner, quelle que soit la discipline sportive concernée, que la pureté et la beauté du geste traduisent souvent l'efficacité du champion. C'est également le cas en matière de pétanque, où le travail doit permettre de dépouiller le geste de tous ses artifices pour n'en conserver que l'essentiel. Le geste naturel, voilà. Alors tous les joueurs ont une sale manie, c'est de tourner une boule d'une façon, de la tourner de l'autre. Ils s'imaginent dans leur tête que ça va aller plus près du bouchon. Vous savez, une boule de pétanque, c'est rond, et donc il faut la faire rouler normalement. Donc le geste naturel, c'est de le tenir, comme j'expliquais aux enfants, dans la paume de la main, de bien lancer son bras calmement et de laisser faire un geste normal, sans forcer, ni comme ça, ni comme ça. Laisser aller rouler la boule. Il y a juste la distance à doser. Plus on force, on perd beaucoup d'adresse. Il faut tomber au moment, à l'endroit précis, où on veut, dans la donnée, ce qu'on appelle la donnée. Et là, le reste, c'est le terrain qui fait le reste. Puisque nous, dans la tête, on a téléguidé la boule déjà. On sait ce qu'on va faire. Donc, envoyer cette boule dans cette donnée et laisser faire le geste naturel. Mais il faut être concentré sur son sujet. Il ne faut pas regarder à droite, il ne faut pas regarder à gauche. Il faut éviter de parler avec des spectateurs ou des amis, parce que là, on fait les plus grandes bêtises. Le choix du terrain revêt une importance déterminante pour la pratique de la pétanque. En fonction de ses préférences, le capitaine de l'équipe, l'ayant emporté au tirage au sort, peut attirer ses adversaires sur son terrain préféré. Certains joueurs préfèrent le terrain lisse, certains joueurs préfèrent les cailloux, certains joueurs préfèrent les terrains en pente, donc chacun choisit son terrain. L'herbe, terrain prohibé, interdiction de jouer dans l'herbe. Dans l'eau, interdit également, on peut y jouer à condition que ce cochonnet ne flotte pas. C'est la règle élémentaire, c'est le règlement. Puis de toute façon, comme le règlement le dit, il faut marquer le cochonnet. Donc il faut aller dans un terrain où l'on puisse marquer le cochonnet et les boules. Ce terrain de consistance variable doit être préalablement débarrassé des obstacles les plus gênants afin que la trajectoire des boules reste constante. Il n'y a pas de dimension minimale, c'est-à-dire que le règlement, c'est entre 6 et 10 mètres. La ligne de perte, quand le bouchon s'en va loin, c'est 25 mètres. Donc on peut jouer partout, en fin de compte. L'un des atouts majeurs de la pétanque, c'est donc de pouvoir être pratiqué n'importe où ou presque, à l'exclusion de l'herbe. Pour les concours officiels à l'échelon national, le terrain doit mesurer 4 mètres sur 15. Alors celui-ci est très bien, c'est le terrain le plus facile et le plus difficile à la fois. Il est un peu mouillé aujourd'hui, mais quand il est sec, ça roule énormément.
Donc là, il n'y a pas de données franches à trouver. Il faut jouer naturellement. Envoyer sa boule sans effet, ni à droite, ni à gauche, la faire rouler naturellement. Un terrain mou, là, il faudra envoyer un petit peu la boule pour que la boule donc retombe sèchement au sol et elle s'enfonce un petit peu, donc elle est amortie. L'entraînement consiste également à reproduire artificiellement des phases de jeu difficiles afin de déterminer les meilleures solutions pour les surmonter. C'est le cas quand les boules d'un adversaire se trouvent sur la trajectoire idéale et directe entre le joueur et le cochonnet. Voilà, c'est simple. Il me suffit de gagner le point, mais c'est pas facile. Le terrain est en pente, est un petit peu mou. Plusieurs solutions s'offrent à moi. Je peux jouer donc dans cette boule-ci, ou passer ici, mais je prends un risque. C'est-à-dire de rentrer la boule de l'adversaire qui peut venir là. Donc, c'est pas bon. Je peux jouer sur celle-ci également en disant je peux faire un petit baiser à la boule et venir là. Mais je peux la prendre également comme ça et la porter là, ce qui sera encore plus difficile. Alors c'est une tactique un petit peu difficile sur un terrain comme celui-ci. C'est de contourner les obstacles en donnant un effet à la boule avec une trajectoire donnée pour que la boule arrive dans ce secteur, tout simplement. Voilà. Vous avez vu la boule arriver, en fin de compte, ici. Et si elle avait gardé sa trajectoire, la boule serait là. Mais je lui ai donné un effet contraire, tout simplement, en tenant la boule de cette façon, en donnant une rotation à la boule, comme ceci, quand elle arrive ici au sol. Donc elle est arrivée en tournant dans ce sens-là, comme ça, à une vitesse plus rapide, bien sûr. Donc ce qui lui a donné un petit peu d'effet, et donc elle est venue là, comme ça. Ça, c'est l'effet, pour un droitier, l'effet le plus difficile à pratiquer. Par contre, de l'autre côté, c'est plus facile. Vice-versa pour un gaucher. Sur un terrain plus dur qui répond mieux à l'effet appliqué à la boule, le résultat est beaucoup plus spectaculaire. Dès qu'elle touche le sol, la boule change de trajectoire à cause de la rotation qu'elle effectue sur elle-même, une impulsion donnée par le joueur en fonction du résultat recherché. Là, le terrain est plus dur. Alors l'effet est plus difficile pour un droitier, parce que le terrain, comme vous voyez, c'est un dôme. Donc en plus, il faut remonter cette pente et éviter cette boule. Et vous avez pu constater que c'est pas facile. Et là, il y a beaucoup d'heures de travail pour réussir ce genre de coup. Mais ça, c'est une chose qu'on peut faire très facilement dans son jardin. Travailler les boules, mettre un petit obstacle, un pot de fleurs, essayer de tourner tout autour, tout simplement. Avant de lancer ses boules, après avoir choisi son terrain, il faut encore le préparer pour que la partie puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Cette préparation de la donnée doit être effectuée soigneusement. Elle a pour but tout à la fois d'éliminer les principaux obstacles existants sur le terrain, mais aussi de mieux connaître ce terrain et d'en exploiter les possibilités à son avantage. Ensuite, il ne reste plus qu'à lancer le cochonnet en choisissant la bonne distance en fonction de ses goûts et de ses capacités. Pas élémentaire, nous avons gagné le toast contre l'adversaire, donc c'est à moi de lancer le cochonnet. Première chose, je choisis mon terrain. Je fais, avant de faire le cercle, j'aplatis le terrain pour être bien stable. Je fais un cercle donc qui est obligatoire. Je vais préparer ma donnée où je vais envoyer ma boule pour qu'elle soit la plus près du cochonnet. Donc je prépare cette donnée. Je lance mon cochonnet. Chose très importante, je marque le cochonnet. Après avoir marqué ce cochonnet, je me suis mis derrière. Pourquoi derrière? Pour regarder s'il n'y a pas un dévers, une dénivellation qui pourrait entraîner ma boule à 50 à droite ou à 50 à gauche. De là, donc, après c'est facile, eh bien, on jette la boule dans cette donnée et puis eh bien, la boule fait le reste. Changement de site, cette fois le terrain est plus consistant, moins préparé artificiellement et il peut exister des variations de pente dont il faut tenir compte. Contrairement à l'autre terrain où il n'y avait que du sable, vous pouvez constater qu'ici, il y a des pierres.
Donc j'ai préparé une donnée à peu près propre. Comme vous avez pu le constater, je suis tombé dans cette donnée et la première boule est arrivée près du cochonnet. La deuxième version, c'est d'envoyer la boule par-dessus ces pierres et de la faire tomber à cet endroit-ci qui est propre. Eh bien, les deux boules ont bien répondu. Tant mieux. Mais la boule aurait pu tomber sur cette pierre-là, par exemple, et se trouver à 2 mètres. Donc, à la pétanque, il faut mieux jouer la sécurité. Et pour garantir cette sécurité, il faut préparer sa donnée avec soin, surtout si le terrain comporte de nombreux cailloux, et ne pas oublier de marquer le cochonnet. On a préparé une donnée, mais comme le terrain est souple, la donnée répond mal. C'est-à-dire que la boule va s'écraser dans la donnée. Ou alors, à moins de forcer, et plus on force, plus on perd de l'adresse. Donc la première est tombée dans la donnée, s'est arrêtée à 50 cm du bouchon. La deuxième, je l'ai fait en demi-donnée. C'est-à-dire que je n'ai pas préparé mon terrain, je l'ai envoyé un petit peu plus loin. Bon, c'est bien répandu, elle est belle, elle est pas à 50, mais 45 cm devant le cochonnet. Et la troisième solution, c'est d'envoyer carrément à 1 mètre, 1 mètre 20 de la boule, en serrant bien la boule. Et là, vous avez vu le résultat, comme le terrain est mou, donc la boule s'est écrasée au sol et elle est venue mourir près du cochonnet. Comme d'autres sports se pratiquant en plein air, la pétanque peut également permettre de découvrir des sites superbes. Le choix du terrain doit également s'effectuer en fonction de ces éléments-là, les critères techniques de la surface en elle-même n'excluant pas un environnement séduisant, comme c'est le cas à Meaux ou à Chantilly par exemple. Les équipes étant constituées, on peut maintenant entrer dans la partie en elle-même et étudier les phases de jeu en cours de mène. Pour l'occasion, nous avons opposé l'équipe championne du monde de Didier Choupet, Michel Loy et Alain Bidot à celle composée de Patrick Lopez, Chantal Carbillet et Claude Raluy. Dans chaque équipe, chacun doit choisir son rôle et trouver sa place pour que l'efficacité de la triplette soit maximum. C'est bien sûr le cas pour les champions du monde, parmi lesquels Alain Bidot est le pointeur. L'atout, c'est avoir de la réussite et puis de bien s'entendre avec les gars avec qui on joue, quoi. Cette complicité constitue l'un des atouts majeurs d'une triplette. Michel Loy tient le rôle intermédiaire de numéro 2 dans l'équipe championne du monde. Il peut être amené à pointer ou à tirer en fonction des circonstances. Les postes se sont imposés d'eux-mêmes. Il tire mieux que moi. Et donc, bon, il doit à sa place de tireur. Moi, ça fait 2-3 ans que je me suis plus spécifiquement mis au milieu, du fait d'une sélection toujours au championnat du monde, où on sélectionne des fois 2 tireurs, et donc il y en a bien obligatoirement un qui doit faire le milieu. Donc je me suis un petit peu habitué après à faire milieu, donc pointer autant que tirer. De par le côté spectaculaire qu'il engendre, le tir reste le temps fort de la pétanque. C'est la spécialité de Didier Choupet, c'est là qu'il excelle et il assume également le rôle de leader de l'équipe. On discute des phases de jeu tous les trois, mais je crois qu'au bout d'un moment, il y a une décision à prendre. Donc je crois qu'effectivement, il faut quand même quelqu'un qui est un petit peu, donne un petit peu le ton de la partie. Et c'est pas forcément la personne qui a le plus d'expérience, c'est surtout la personne qui a besoin de commander, qui fait ce rôle, quoi. Il faut ainsi pouvoir décider en permanence de la stratégie à adopter en fonction de l'évolution de la partie. Ça tienne ? Ouais, mais parce qu'il faut tirer 3 coups. Nous l'avons déjà souligné, le tir représente la phase la plus spectaculaire de la pétanque parce que l'action prime et que le résultat est immédiat et parfaitement visible. Vitesse, précision, force, coup d'œil, efficacité, voilà les qualités requises pour briller dans ce domaine, des qualités dont Didier Choupet, champion du monde à 4 reprises, fait la démonstration avec autorité en toutes circonstances.
Pour devenir un bon tireur, il faut également des qualités naturelles que les circonstances peuvent parfois vous permettre de révéler à votre insu, comme ce fut précisément le cas pour Didier Choupet. J'ai commencé à la pétanque de manière un petit peu très bizarre, par rééducation pour le poignet. Je me suis cassé le poignet, il a fallu que je joue à la pétanque. J'ai pas trop pris ça au sérieux. On m'a recassé le poignet à nouveau et puis bon, j'ai dit il faut que je m'y mette. J'ai commencé comme ça et vraiment ça s'est très bien passé, ça m'a plu et aujourd'hui je dis merci aux chirurgiens. La technique du tir répond à des critères bien définis pour lesquels le hasard ne tient aucune place, mais le plaisir reste la motivation première dans le choix de cette spécialité. J'ai aimé un petit peu la prestation du tir. Je pense que j'ai été un petit peu amené à tirer souvent, à prendre un certain plaisir et surtout à faire plaisir à mes partenaires en tirant par le biais de la réussite. Et je crois que le tir est quelque chose de très amusant et qu'on peut également cultiver de maintes et maintes manières. Pour réaliser des tirs efficaces, il faut tout d'abord se placer dans certaines conditions psychologiques favorisant la réussite. Faut-il même aller jusqu'à haïr la boule? Je pense pas qu'il faut la haïr. Je crois qu'il faut dire, en partant tirer cette boule, il faut avoir déjà répété plusieurs fois la phase de tir dans sa tête et puis essayer de la mettre à exécution. Avant chaque boule, on a le cœur qui bat un peu plus fort, juste avant de tirer? Je crois que ça dépend un petit peu des compétitions, comme je dirais, vous avez un pilote de Formule 1 qui va courir le dimanche pour s'amuser, il n'a pas du tout le même mental que quand c'est de la compétition officielle. Mais c'est vrai qu'en compétition officielle, on a des parties très difficiles, donc une certaine tension, et c'est vrai que par moments, le cœur bat beaucoup, et je dirais qu'on est très nerveux, anxieux, et je dirais excité en même temps. Le fait d'être intégré à une équipe implique l'acceptation d'obligations et de responsabilités par rapport à ses partenaires. Chacun doit trouver sa place. En fonction des phases de jeu, il arrive qu'Alain mette un point et puis après on essaye de le défendre. Donc on fait des mènes d'attaque et on tire. Mais je crois que surtout c'est que chacun a sa place. Elle mérite de se sentir à l'aise parce qu'il a confiance en ses partenaires. Et là c'est tout à fait mon cas. Donc je pense que ça nous aide à bien tirer. L'évolution de la partie peut permettre au joueur numéro 2, celui qui doit être polyvalent, de démontrer ses qualités. Pour cela, il faut être fort dans sa tête. C'est pas une question d'adresse, je pense, c'est surtout une question de pression. Et la différence des joueurs moyens et des joueurs dits de haut niveau se fait par rapport à la pression, quoi. Si on arrive à tenir la pression, on arrive à gagner. Et si on ne tient pas la pression, c'est difficile. Patrick Lopez doit lui aussi parfois effectuer des tirs. Ses conseils peuvent s'appliquer à tous. D'abord, avoir un bras très souple. Parce que si on veut chasser la boule, comme on dit, tirer une boule, on a tendance à vouloir tirer fort. Et plus on tire fort, plus on perd de l'adresse. Alors qu'en ayant un bras souple, le fait c'est de tomber sur la boule. Quand 680 grammes tombe sur 680 grammes, ou sur 700 grammes, la boule s'éjecte automatiquement par le poids. La souplesse de l'épaule et l'amplitude du mouvement du bras du tireur sont les éléments principaux conditionnant un tir efficace. Ces images exceptionnelles, réalisées grâce à un dispositif spécial de caméra embarqué avec Didier Choupet, permettent de mieux apprécier les qualités du champion du monde qui nous révèle l'un des secrets de sa réussite. Je crois que dans un premier temps, si je peux donner le mien, je ne sais pas si c'est le secret de la réussite, mais je crois que dans un premier temps, j'ai beaucoup observé les gens, regardé leur attitude, leurs gestes, qu'est-ce qu'ils faisaient qui y arrivait, l'entraînement d'ailleurs, bien sûr. Mais je crois qu'après, il faut essayer de s'y mettre petit peu par petit peu, en franchissant des étapes qu'on s'est bien fixées dans sa tête, y aller sans précipiter les choses et rester surtout très humble dans sa tête en disant, mais avec un but et je dirais l'espoir d'y arriver, je dirais, peu importe le temps, ça peut être en 1 an, ça peut être en 2 ans, ça peut être en 10 ans, mais je crois qu'il faut garder un objectif premier et vraiment essayer de l'atteindre. Pour
Pour illustrer le chapitre concernant la partie de pétanque en elle-même, nous avons pu réunir un plateau exceptionnel afin de constituer les deux triplettes en présence. L'équipe championne du monde 94 avec Didier Choupet, Michel Loy et Alain Bidot est opposée à Chantal Carbillet, championne de France à 2 reprises, Claude Raluy, multiple champion de France et bien sûr Patrick Lopez, champion du monde 85. Une force de tir évidente chez l'adversaire qui est beaucoup plus forte que la nôtre, avec Didier et Michel. Mais le terrain est très difficile, c'est ce que l'on disait au cours. Il y a du sable, mais en dessous c'est de la terre, et il y a donc des fausses données. Donc c'est vraiment l'imprévu. L'avance paraît confortable pour les champions du monde et Didier Choupet analyse la situation avec la même lucidité. Le terrain est un petit peu, paraît très joli d'aspect et relativement facile, mais en dessous il y a un peu de terre, donc ce qui fait qu'on tombe pas trop bien. Donc on a basé notre jeu sur le tir, et pour l'instant ça ne réussit pas trop mal. Pourtant, lors de la main suivante et alors que les 2 premières boules de chaque équipe restent assez éloignées du but, Alain Bidot réussit un très beau point avec sa 2e boule. Claude Raluy réussit à reprendre l'avantage grâce à un tir très précis. Michel Loy va répliquer en plaçant sa première boule tout près du cochonnet. Seule solution pour Patrick Lopez, tenter de la déloger, ce qu'il réussit parfaitement. Mais l'équipe des champions du monde est en état de grâce et Michel Loy exécute à nouveau un pointage magnifique. Les derniers tirs adverses n'ayant pas atteint leur objectif, Didier Choupet arrache un dernier point avec autorité, ce qui porte le total des champions du monde à 12. Alain Bidot réussit un beau pointage dans la main suivante, mais Claude Raluy enlève sa boule immédiatement. Alain reprend l'avantage avec sa 2e boule, mais Claude parvient à nouveau à la déloger de sa position. Le pointage de Michel Loy est si précis que le but est envoyé sur l'herbe, or le règlement interdit de jouer à la pétanque sur cette surface, et il a de plus quitté le cadre du terrain. La main suivante confirme la supériorité des tireurs sur cette surface. Didier Choupet reprend une fois de plus l'avantage. On est 3 boules à 3. Puisqu'il a manqué, donc on est revenu à égalité. Il y a moins danger maintenant. Hein, Bon, moi je vais essayer d'envoyer là. voilà. Si tu viens dans ces secteurs-là, c'est bien. Allez Chantal. La réussite n'est pas dans le camp de Chantal Carbillet dont la boule roule trop loin. C'est Patrick Lopez qui parvient à reprendre le point. Michel Loy confirme son potentiel en tant que numéro 2 et il effectue un tir presque parfait. Patrick Lopez reprend l'avantage avec un beau pointage. Mais Michel Loy enlève également cette 2e boule et l'équipe des champions du monde marque de nouveaux points. La main suivante permet de confirmer à nouveau la prédominance du tir sur le pointage sur ce type de terrain. La première boule d'Alain Bidot est suffisamment près du but pour que Claude Raluy décide de l'enlever. Il y parvient à son 2e tir. C'est au tour de Didier Choupet d'enlever la boule de Claude. Chantal Carbillet réplique par une très belle première boule de pointage. Une nouvelle fois, Didier s'applique à enlever la boule de ses adversaires et il fait mouche. Chantal a placé admirablement sa 2e boule, mais Michel lui substitue la sienne à son 2e tir. La balle est dans le camp de Patrick Lopez qui, après étude de la situation, décide de tirer à son tour et atteint brillamment son objectif. Il ne lui reste plus qu'à reprendre l'avantage avec sa 2e boule. L'équipe va conserver le point. La main suivante marque un tournant dans la stratégie de l'équipe de Patrick Lopez. Ils vont tenter de répliquer au tir nourri de leurs adversaires en s'appuyant sur leur point fort, le pointage. Là, c'est l'embellie. Bon, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile à faire. Voilà. Si tu la mets là, tu les mets peut-être un peu en difficulté. Je dis bien peut-être. Chantal, À son 2e tir, Didier enlève la boule de ses adversaires. Chantal, pour rentrer au moins d'une. Hein?
Mais Chantal parvient à se placer en deuxième position avec sa deuxième boule. Claude, son équipier, enlève la boule qui tient le point à son deuxième tir. Michel réplique en reprenant l'avantage pour son équipe. Chantal, Patrick et Claude doivent élaborer une nouvelle stratégie. Si tu as le bonheur de venir à bien tirer. Mais pour marquer, il faudrait presque laisser dire qu'il tire, il fasse carreau. Ben oui, il peut faire un petit palais là, dans ce terrain. Faire un palais, je peux manquer, je peux tout faire. Imaginons qu'ils viennent à le gagner là. Ils ont encore deux boules. Qu'est-ce qui va se passer? Eux, de toute façon, ils vont tirer tranquille, ils risquent rien. Tandis que si Patrick vient... Même elle va frapper que 2 fois, on va en perdre qu'un. Frapper 2 fois, on va en perdre qu'un, on ne peut pas en perdre 3. Et en plus de ça, si tu fais des fois un petit palais ou un petit carreau, ben on peut peut-être s'en sortir. Tout à fait. Tu peux pas faire l'effort? Bien sûr. Allez, Patrick, on y va. L'objectif est difficile à atteindre, il faut utiliser au mieux la deuxième boule. Tu arrives par exemple ici, tu peux encore espérer marquer, on ne sait jamais. Un petit peu dans le cadre, ça le gêne pour tirer, Patrick. Bouchon, c'est la boule. Hein. Ok. Allez. Allez, Patrick. Très concentré, Patrick reprend le point grâce à une boule idéalement placée. Michel l'enlève immédiatement et redonne l'avantage à son équipe. Avec sa dernière boule, Alain confirme que la puissance de tir était bien la clé de la victoire sur ce terrain difficile pour les pointeurs. Cette partie de très haut niveau a permis de confirmer que l'efficacité du tir est bien sûr totalement indépendante de la nature de la surface utilisée.